Bienvenue chers explorateurs et chères exploratrices de la psyché ou en passe de le devenir. Aujourd'hui, je ne vais pas te parler d'un dieu, ni d'un héros, ni même d'un archétype individuel, mais de quelque chose de plus vaste, plus ancien, de plus englobant. Ce que les anciens appelaient l'anima mundi, l'âme du monde, une présence invisible mais réelle, une mémoire vivante enracinée dans la nature, dans les cycles, dans les rythmes du cosmos. Une conscience diffuse qui traverse les forêts, les océans, les étoiles et même les rêves. L'anima mundi, c'est cette part du monde qui respire avec nous, c'est la toile invisible qui relie chaque être vivant à tous les autres. Elle parle à ceux qui savent écouter l'invisible, à ceux qui sentent que le vivant n'est pas seulement biologique, mais aussi sacré. Et si Carl Jung n'a jamais écrit un ouvrage entier sur elle, il n'a cessé d'en croiser les traces dans les mythes, dans les rêves, dans les synchronicités. Lorsque nous prononçons les mots anima mundi, l'âme du monde, nous touchons une tradition millénaire, enracinée bien avant la psychologie moderne. Car bien avant Jung, bien avant Freud, les anciens philosophes, les alchimistes, les mystiques de l'Orient et de l'Occident parlaient déjà de cette présence invisible, une âme diffuse, subtile mais réelle, tissée dans les fibres mêmes du monde. Dans la philosophie grecque antique, c'est Platon qui en parle le premier. Dans le Timée, il évoque l'univers comme un grand être vivant animé d'une âme, une anima mundi intermédiaire entre l'un, principe divin absolu, et la multiplicité des choses sensibles. Elle est là pour harmoniser, elle équilibre les contraires, elle fait le lien entre le ciel et la terre, entre l'esprit et la matière. Sans elle, le monde serait chaos, grâce à elle, le monde devient cosmos, c'est-à-dire ordre et beauté. Les traditions hermétiques et gnostiques, elles aussi, parlent d'un souffle caché dans la matière. Dans l'hermétisme, tout est vivant, tout est relié, l'univers est un grand livre à déchiffrer, et l'anima mundi est l'encre invisible de ce livre sacré. Les gnostiques, eux, parlent parfois de la Sophia, la sagesse divine déchue, tombée dans la matière, mais encore lumineuse. Elle est l'ombre et la mémoire de l'origine. Dans les traditions kabbalistiques, on retrouve cette idée sous des formes voisines. La Shekinah, présence féminine de Dieu, descend dans le monde pour l'habiter et l'illuminer. Elle souffre de la séparation, mais elle est aussi la promesse d'une réunification à venir. Et dans l'alchimie, cette âme du monde prend des noms multiples. La mer cosmique, la rose de lumière, la source cachée. Parfois même, elle est confondue avec la materia prima, la matière première de toute transmutation. Au Moyen-Âge puis à la Renaissance, des penseurs comme Marcille Ficin, Paracels, Jacob Böhm redonnent vie à ces figures. Ils ne la voient pas comme une abstraction, mais comme une entité vivante, sensible et consciente. Pour eux, l'anima mundi est réceptrice des influences célestes et émettrice des forces vitales vers la Terre. Elle est à la fois souffle, mémoire et matrice. Elle vit, elle respire, elle ressent. Et partout dans ces traditions, elle apparaît comme une âme collective, non pas humaine mais cosmique. Une âme sans ego, sans forme définie, mais reliée à toutes les formes. Elle est la voix du monde, celle qu'on entend lorsque le vent se lève dans les arbres, lorsqu'il fait bruisser les feuilles, ou alors lorsque le silence devient profond, lorsque le cœur soudain se dilate devant un paysage. L'anima mundi, souffle sacré du monde, elle était là bien avant nous, et elle restera bien après, mais il nous appartient peut-être de réapprendre à l'écouter. Dans la perspective jungienne, l'anima mundi dépasse le simple symbole cosmique. Elle entre dans le champ de ce que Jung appelle le soi. Non pas le moi, l'ego conscient, mais ce centre plus vaste, plus profond qui gouverne la totalité psychique. Mais ici, le soi ne s'exprime pas seulement comme figure intérieure individuelle. Il prend une ampleur transpersonnelle. Il devient le soi du monde, la mémoire sacrée de la matière, la conscience silencieuse du vivant. L'anima mundi, dans ce sens, serait une figure élargie du soi. Elle n'est plus simplement une structure de l'âme humaine, elle est le lien entre la psyché individuelle et un champ collectif, universel, cosmique. Un espace où tous les inconscients personnels plongent leurs racines, un lieu d'origine et de retour. Elle peut apparaître dans les rêves, mais sous des formes très variées.
non comme un personnage humain, mais comme un paysage vivant, un vent ancien qui parle dans les feuilles, une forêt profonde qui semble avoir une volonté, un feu éternel au centre d'un temple oublié, un animal sage qui regarde avec des yeux d'humain, ou encore une étoile dans la lumière qui touche directement le cœur. Jung observait que chez certains patients en crise spirituelle profonde ou dans des états de transformation intérieure intense, une perception nouvelle du monde pouvait émerger. Le monde devenait soudain sensible, chaque pierre semblait avoir une mémoire, chaque animal devenait un messager, et chaque souffle du vent un langage. Ce n'était pas une projection, mais une prise de conscience symbolique, celle que la psyché ne s'arrête pas aux frontières de la peau, que l'âme ne s'épuise pas dans l'individu, et que le monde lui-même est porteur d'âme. Dans cette perspective, l'anima mundi est féminine, mais pas au sens biologique ou genré. Elle est féminine parce qu'elle est réceptive, contenant, mémorielle, matricielle. Elle n'agit pas comme une force conquérante. Elle accueille, elle relie, elle rappelle ce qui a été oublié. Peut-être est-ce pour cela qu'elle semble encore aujourd'hui disparue, car nous avons trop valorisé la domination sur la nature, la séparation, l'objectivation, mais elle n'a jamais cessé d'être là. Elle attend, dans l'ombre, dans les rêves, dans les silences. Et Jung, avec sa finesse symbolique, laisse entendre qu'un jour, peut-être, l'homme moderne devra réapprendre à écouter le monde, non comme un objet à mesurer, mais comme une voix intérieure. C'est ce que propose l'Anima Mundi, non pas une croyance, mais une expérience vivante de reliance, une métanoïa silencieuse où l'on cesse de se croire séparé ou en exil, où on le commence à pressentir, dans un battement d'ailes ou un rayon d'or de soleil, que le monde lui-même nous regarde. L'Anima Mundi, vous l'aurez compris, n'est pas une idée, ce n'est pas une théorie abstraite, c'est une expérience, elle est une expérience, un frisson quand un arbre tombe, un silence intérieur quand un animal croise notre regard, un vertige sacré quand le ciel devient rouge au coucher du soleil, comme si quelqu'un nous parlait au-delà des mots. Elle est cette part de nous qui pleure sans raison apparente devant une montagne, cette part qui comprend sans parler lorsque l'on touche une pierre ancienne, qui ressent dans les fibres les plus profondes qu'il y a dans la nature quelque chose d'animé, de relié, de vivant. C'est elle, l'Anima Mundi, et c'est à travers elle que peut renaître une conscience écologique profonde. Pas une écologie technocratique, pas une écologie du chiffre, du bilan carbone, du plastique trié mécaniquement. Non, une écologie de l'âme, celle qui reçoit la terre non pas comme une ressource, mais comme une entité sacrée, une grande mère blessée. Elle est la mémoire d'un monde habité, où chaque brin d'herbe avait un nom, où les arbres parlaient en rêve, où les oracles lisaient dans les entrailles du vivant. Aujourd'hui, ce monde semble lointain, effacé sous le béton, les algorithmes et les slogans publicitaires. Et le matraquage marketing. Mais il n'est pas perdu. Il dort, enfoui dans l'inconscient collectif, il attend que nous le retrouvions. L'Anima Mundi est donc aussi un appel à la renaissance du regard intérieur, aux retrouvailles avec le vivant. Elle nous murmure que la psyché n'est pas enfermée dans une boîte crânienne, qu'elle s'étend, qu'elle touche, qu'elle résonne avec le monde lui-même. Elle nous dit que la blessure écologique est aussi une blessure psychique, et que guérir l'un sans l'autre est impossible. Quand un corail blanchit, une partie de l'âme du monde s'éteint. Quand une forêt brûle, ce ne sont pas que des arbres qui brûlent, ce sont des souvenirs collectifs, des chants ancestraux, des présences invisibles qui partent en fumée. Et au fond de nous, quelque chose le sait, même si on ne met pas toujours des mots dessus. Ce que propose l'Anima Mundi, ce n'est pas de sauver la planète comme on pourrait sauver un petit oiseau ou encore réparer une machine. C'est de réapprendre à aimer, à écouter, à sentir, à honorer. Non pas par devoir, mais par lien, par reconnaissance intime de ce lien. L'Anima Mundi est la fibre sensible de notre être qui se souvient que nous sommes faits de la même poussière d'étoiles, du même sel que la mer, du même souffle que les oiseaux et du vent. C'est peut-être cela l'écologie véritable, non une idéologie ou un nouveau dogme, mais un acte d'amour ancien
un geste intérieur de réparation, un mouvement de conscience qui réunit au lieu de séparer. Dans une démarche jungienne, l'anima mundi n'est pas une théorie figée, elle se manifeste, elle émerge, elle parle. Souvent dans des formes subtiles, silencieuses, mais puissantes. Elle peut apparaître comme une forêt archétypale, donc dans un rêve, dense, profonde, respirante, comme un animal guide venu sans logique, mais avec un sens puissant, comme une voix subtile au détour d'une synchronicité, un livre qui tombe au bon moment, une présence sentie sans personne. Elle peut aussi être un ressenti de paix étrange, une présence muette, quand on marche seul au milieu des arbres ou au bord d'un lac. Dans ce qu'on pourrait appeler la clinique jungienne, ces manifestations ne sont jamais prises à la légère. Elles sont des messages du soi, mais aussi un soi élargi, un soi cosmique, transpersonnel, qui vient restaurer une reliance intérieure là où tout semblait rompu. L'anima mundi agit comme un tissu de reliance, elle répare les fils invisibles entre soi et le monde, elle guérit l'isolement, le repli narcissique et le désespoir existentiel. Nombreux sont celles et ceux blessés dans le lien humain, qui ne trouvent pas confiance dans les autres, mais quelque chose en eux reste sensible aux animaux, aux arbres, aux pierres, aux étoiles. Et c'est là que l'anima mundi agit. Elle offre un lieu refuge, un autre lien, non menaçant, non envahissant, un lien où l'on peut être soi, vulnérable, authentique, sans être jugé. En séance, je vois souvent cette dynamique chez des personnes en reconstruction. Celles qui ont été trahies, blessées, malmenées par les liens humains, qui peuvent se sentir même coupées du sentiment, complètement hermétiques, mais qui pleurent à la vue d'un oiseau tombé du nid, ou qui ressentent une forme de grâce en posant la main sur le tronc d'un arbre. Ce sont des moments précieux, des instants d'âme, des passages subtils par lesquels la vie reprend contact. L'anima mundi ne force pas, elle attend, elle se laisse reconnaître par ceux qui sont prêts à voir avec les yeux de l'intérieur. Elle nous murmure, même si le monde humain te fait peur, il existe un autre monde plus vaste. Même si tu as été rejeté par tes semblables, tu n'as jamais été rejeté par la terre, ni par le ciel. Tu fais encore partie du grand tout, et ce grand tout t'appelle, doucement, patiemment, tendrement. L'anima mundi, c'est ce feu vivant dans le cœur du monde, celui qui continue de briller, même quand tout paraît mort. Elle est ce souffle matriciel, la mémoire de la beauté, de la conscience sacrée du lien. Et parfois, quand les mots manquent, quand l'analyse devient trop mentale, elle est là, dans le chant d'un oiseau, le scintillement d'une étoile, ou d'une simple larme qu'on ne sait pas dire d'où elle vient, mais qui nous relie à un tout. Dans la psychologie analytique, le processus d'individuation est souvent mal compris. On le confond avec un repli sur soi, une quête introspective purement individuelle, mais c'est tout l'inverse. L'individuation n'est pas une clôture, c'est une ouverture, une traversée de soi pour se relier au tout. Au cœur de ce processus, Jung place le soi, non pas le petit moi, la personnalité, ni l'ego, mais cette instance centrale, transpersonnelle qui cherche à unifier les opposés et à donner un sens à l'existence. Et si l'anima mundi était l'une des expressions les plus subtiles du soi, non pas un soi personnel, mais un soi cosmique, vivant, relié à tout ce qui est, un soi qui ne parle pas seulement en images intérieures, mais aussi avec les symboles du monde extérieur. Un soi qui nous murmure par les choses du monde, tu n'es pas seul, tu fais partie d'un grand chant. Retrouver l'anima mundi, c'est ça, c'est sortir de l'illusion de séparation, c'est comprendre que la guérison passe aussi par une reconnexion à la totalité vivante, c'est se replacer dans un tissu du réel, non plus comme dominateur, ni comme victime, mais comme gardien conscient du vivant. Dans ce retour au lien, une transformation subtile se produit, le regard change, le monde s'illumine, une plante devient message, un oiseau devient guide, et une douleur devient passage. L'anima mundi, c'est la voix du monde, celle que les chamans entendent dans le vent, celle que les mystiques pressentent dans la lumière, celle que les poètes traduisent en vers, ce que les enfants entendent encore avant qu'on ne leur dise qu'elle n'existe pas. Jung écrivait que l'homme moderne avait désacralisé le monde.
Mais il disait aussi que la symbolisation pouvait redonner une âme aux choses. Et que cette âme, peut-être, n'avait jamais disparu. Elle attendait simplement qu'on réapprenne à l'écouter. L'anima mundi, ce n'est pas une idée, c'est une mémoire vivante. Le chant de la mer, le frisson d'un arbre, le regard d'un animal, le sourire d'un inconnu, c'est ce qui nous relie secrètement à tout ce qui est. Et si tu ressens en toi cet appel, si tu portes cette sensibilité à l'invisible, au subtil, à ce qui respire dans le monde, peut-être entends-tu déjà depuis longtemps sa voix, discrète, mais toujours là. Dans mes livres L'Odyssée des archétypes, je parle justement de ces figures profondes, parfois oubliées, parfois refoulées, qui vivent en nous et autour de nous. L'anima mundi en est une, peut-être l'une des plus discrètes, mais aussi l'une des plus essentielles, voire des plus puissantes. Je te remercie pour ton écoute, pour ta présence, et pour cette attention que tu portes au monde. On se dit à très bientôt, et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves, et je te dirai qui tu es.